Et bonjour à tous, bienvenue sur la Ladza Radio, le grand retour de la Ladza Radio après à peu près 8 ans et demi d'absence. Je suis avec Valentin, comment ça va le ref? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venu sur les streams, Eh oui, mais on est de retour avec plein d'actus sympas, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs. on s'est dit que c'était mieux de faire une Ladza Radio plutôt que la Scopcast Radio parce que j'ai tous mes jingles un peu rigolos. Ladza Radio. Et que du coup on va pouvoir plus se marrer et on est un peu plus libre au niveau des scènes, etc. On va voir si on met ça en VOD ou pas, ça dépendra de si on est content de l'émission ou pas. Mais globalement on va essayer de faire ça tous les 15 jours. Oh c'est pas, tu sais, parce qu'il y a des news, ça peut être un désastre. Hein, non mais on va y aller en tout cas. Bon, après on a de la chance en ce moment. Oui, il y a plein de trucs. Pop culture, on peut tenir une émission tous les 15 jours avec des trucs à dire à chaque fois. Ah bah là, clairement, on s'est contenu, on a quoi. Donc vous avez le programme en haut à droite qui défile, hein. Les scènes sont provisoires, elles vont beaucoup changer dans les prochaines émissions. Et je te propose, sans plus attendre, on y va, on commence. Ouais. On commence le programme, on va commencer avec une petite... des petites news séries, là. Parce que il y a énormément de choses qui se passent en ce moment, pour les gens qui aiment les séries télévisées. Puisqu'en ce moment, vous n'avez certainement pas pu passer à côté de l'immense phénomène qui est Severance, qui vient de terminer sa saison 2 et qui ont annoncé du coup, donc double news aujourd'hui, une saison 3, bien sûr. La série a été renouvelée très très rapidement, parce que c'est vraiment la poule aux œufs d'or d'Apple TV en ce moment. Bah alors, pour rajouter un peu de contexte, parce que toi en plus c'est marrant comment t'as découvert la série, parce que toi tu ne regardes jamais de série. Je vais m'expliquer après, mais... D'accord, je te laisserai t'expliquer après. Mais en gros, Severance, c'est une série qui avait été diffusée, si je dis pas de bêtises, qu'à chaque fois je galère un peu, c'est une série qui avait été diffusée en février 2022, voilà. Donc ça faisait quand même 2 ans que tous les fans de Severance, dont je fais partie, attendaient la saison 2, qui a été extrêmement retardé à cause d'une double grève des scénaristes, etc., de disponibilité de certains acteurs aussi. Donc ça a été un petit peu la galère. On savait que la saison 2 allait arriver, mais on a attendu quand même 2 ans, sachant que ceux qui ont vu la saison 1 savent à quel point le cliffhanger de fin de la saison 1 est une torture quand tu dois attendre aussi longtemps pour avoir la suite. Donc on attendait énormément cette saison 2 avec un peu de peur que souvent les séries comme ça qui ont des couches de mystère arrivent avec un truc un peu bancal, surtout après 2 ans, des grèves de scénaristes, des staffs qui peuvent changer. Et force est de constater que la saison 2 est vraiment incroyable. Enfin moi je l'ai trouvée complètement folle. Elle a des défauts. Moi je trouve que c'est pas une série sans défauts. Mais on va dire que les qualités sont tellement immenses que du coup on a tendance à un petit peu fermer les yeux sur les petits trucs de scénario qui sont un peu bizarres. Mais globalement on est quand même sur une série d'une maîtrise absolue en termes de mise en scène. Je pense qu'on a... Bon toi Valentin t'as pas vu masse de séries, mais comme je te disais, non. Je pense que c'est... on est sur ce qui s'est peut-être fait de mieux dans l'industrie de la série en termes de mise en scène. J'essaie de trouver des exemples de toutes les séries que j'ai vues. Je trouve pas mieux, vraiment. Je trouve qu'il y a pas une frame qui n'est pas travaillée, un plan qui n'est pas travaillé 20 fois, un étalonnage qui est pas fou. Il y a les musiques sont étudiées avec des dissonances pour marquer le principe de la dissociation, le sound design, l'image, la colorimétrie, tout est au poil de cul pour que l'atmosphère de la série soit impeccable, et ça fonctionne à merveille. Ah bah c'est addictif à regarder, hein, Ah bah c'est clair. Je peux peut-être expliquer s'il y en a qui connaissent pas trop le principe de Severance, que bon, vous devez beaucoup en entendre parler depuis 2 semaines, parce justement on a appelé la news le phénomène Severance, c'est pas pour rien, je vais vous en parler après. Mais le principe, très rapidement, je vous la fais très très vite. Le principe de Severance, c'est que vous avez... comment il s'appelle le héros d'ailleurs? Je sais même plus. Scout? C'est quoi son prénom? Mark Scout, parce que l'acteur s'appelle Adam Scott, du coup je confonds Mark Scout. Ouais, c'est un peu bizarre. Donc Mark Scout, que vous voyez dans la bande-annonce, vient de perdre, ça c'est la saison 1, hein, il a perdu sa femme, donc il a beaucoup de mal à gérer son deuil et décide de travailler chez Lumon, qui est une société qui met en place et qui a inventé d'ailleurs la dissociation. Et la dissociation, c'est une petite puce qu'on vous met dans votre petite tétette, qui fait que quand vous rentrez dans les bureaux, on vous supprime votre mémoire et vos souvenirs de votre vie personnelle, donc votre vous, quoi, pour créer une version de vous qui ne connaît que le travail. Donc c'est vraiment une version de vous qui est née au travail, qui ne fait que travailler, qui sait qu'il a une vie à l'extérieur, mais ne sait absolument rien de qui il est à l'extérieur. Si vous avez une famille, des enfants, on ne vous dit rien.
Et vous êtes là pour travailler, on ne vous dit pas quel est son travail, vous le découvrirez petit à petit. Et quand vous sortez des bureaux, vous retrouvez votre vous, qui vous êtes, mais vous oubliez complètement ce que vous avez fait au travail. Et en gros, c'est une série qui dénonce l'aliénation au travail, qui dénonce les dérives du capitalisme, des startups, des bullshit jobs et de plein d'autres choses. Donc c'est vraiment une série qui parle du travail, elle parle quasiment que de ça. Et du coup, via ce principe, les personnages vont s'apercevoir très rapidement qu'il se passe des trucs bizarres chez Lumon, les employés, et vont essayer de dire à leur eux extérieur qu'il faut se barrer, sauf qu'on ne peut pas communiquer avec son soi extérieur. Et c'est de ça que part le plot, de comment vont faire ces employés qui s'aperçoivent de la dinguerie qui est Lumon, de comment ils peuvent parler avec leur soi extérieur pour se casser ou démissionner, etc. Et la série, voilà, donc ça c'est le principe. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, à la fin de la saison 2, on sait toujours pas exactement ce que fait Lumon, quelle entreprise c'est exactement, c'est quoi leur secteur d'activité et tout, parce que ça reste très mystérieux. Yes. Et évidemment que le mystère est entretenu grâce à la dissociation. Parce que même les gens qui y travaillent ne savent pas ce qu'ils y font, quoi. Il y a ça, et puis c'est une série qui est beaucoup comparée à Lost. Je comprends un peu pourquoi, parce qu'il y a un peu pour ceux qui connaissent Lost, l'effet un peu projet Dharma, qui justement sur Lost, pareil, s'aperçoivent qu'il y a une entreprise, on ne sait pas trop ce qu'ils font, qui ont des gens qui font un travail un peu bizarre, un peu inutile, pour une expérience beaucoup plus grande, on ne sait pas trop. Et là où la série est aussi comparée à Lost, c'est que c'est une série qui rajoute des surcouches de mystère, des cliffhangers dans tous les sens, qui va vraiment jouer sur cette couche de scénario de mystère, sauf que vraiment, je vous le dis, j'adore Lost, mais là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé, parce que c'est clairement écrit à l'avance, c'est pas fait pour durer 8 saisons, et on n'est pas dans la même époque où les séries étaient faites au fil de l'eau, des renouvellements, on est sur quelque chose de très maîtrisé, et ça se voit qu'ils savent où ils vont. Enfin, je trouve que ça se voit dans la série. Il y a vraiment des éléments de mise en scène qui peuvent te donner des indices sur ce qui va se passer juste par une action. Épisode par épisode. Hein, donc ça, c'est incroyable. Les épisodes sont vraiment liés entre eux des fois. Et c'est fou. C'est vraiment pas fait à l'arrache, quoi. Salut Augustin, j'espère que tu vas bien. T'arrives au tout début, t'inquiète. Vrai taf, nous on vous conseille vraiment Apple TV, on l'a appelé le phénomène parce que Apple TV c'est une plateforme qui existe depuis 3-4 ans maintenant, je sais pas exactement, enfin je crois que c'était pendant le Covid que ça arrivait, et on est sur leur première grosse série phénomène. Alors il y avait eu Ted Lasso qui avait pas mal marché, mais dans une moindre mesure quand même. Là vraiment, je vous jure, j'ai pris le TGV vendredi, dans mon wagon il y avait 5 mecs qui regardaient Sévérance, quoi. C'est vraiment, à la soirée où j'étais, tout le monde parlait de Sévérance. Il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté phénomène qu'on n'avait pas eu depuis, pour moi, Game of Thrones ou Breaking Bad. Donc Apple TV viennent de trouver leur poule aux œufs d'or, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils viennent de trouver leur poule aux œufs d'or avec une série très très intelligente. Et ça fait vraiment plaisir. C'est que des fois, oui, il y a des séries qui marchent, qui sont un petit peu trop popcorn, un peu con en termes d'écriture. Je pense par exemple à Squid Game. Alors Squid Game, moi j'adore, hein, je trouve ça bien, mais c'est pas non plus, on n'est pas sur quelque chose de... Enfin, ça fait réfléchir. Surtout depuis la saison 2, quoi. Voilà, ça fait réfléchir. Même si on a apprécié la saison 2, hein, globalement, c'est sympa. Puis ça a été très rapidement récupéré par Netflix pour faire des téléréalités de merde, des renouvelés. C'est très vite devenu juste un divertissement, quoi. Voilà. Il y a moins de réflexion, alors que c'était brillant Squid Game au début, il y avait une réflexion sur... qui a déjà été faite par Battle Royale et d'autres films déjà, donc c'était moins unique. Mais... Sévérance, il y a les deux, c'est-à-dire que c'est très divertissant à regarder. Il y a vraiment... C'est très rare qu'on s'ennuie vraiment sur Sévérance. Il y a toujours... De toute façon, ce qui fait qu'on s'ennuie pas, surtout que la réal décoiffe, quoi. C'est que vraiment... Non mais moi je vous dis vraiment, quand vous aimez la mise en scène, que vous aimez vraiment, c'est comme dit Valentin, mais... Il y a des plans qui rendent complètement fous. Il y a des mimiques de réal qui rendent fous. Il y a des passages où... c'est fou. Où ton cerveau se débranche, puis 10 secondes après, tu dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder ? Tu es dissocié. Mais c'est ça... c'est fou. C'est terrible. Et évidemment, par contre, que... Bon, un petit paradoxe de la série, depuis que c'est devenu un phénomène, c'est que,
Apple joue beaucoup sur le côté limite divertissement et marrant de la dissociation, alors que l'Humone, c'est clairement un Apple bis. Ah bah l'Humone se fout de la gueule d'Apple. Voilà, vraiment, on comprend très vite que l'Humone, c'est les GAFAM de cet univers parallèle. Ouais, puis ce qui est bien, un univers qui est très réaliste quand même. Hein, c'est très réaliste, puis vraiment, je vous dis, 90% du propos de la série, c'est notre rapport au travail de l'être humain. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de moins en moins abordé dans les séries, et je pense que c'est pas pour rien que c'est un phénomène, c'est que tout le monde se retrouve dans Sévérance, tout le monde en a plein le cul d'aller travailler, en fait. Le concept, c'est ça, le concept paraît très très simple au début. Bah oui. Et plus la série avance, plus tu te rends compte que ça pose une infinité de questions sur. Ah bah c'est extrêmement politique, ouais. Sur l'identité à travers la dissociation, Enfin bref, il y a 1 milliard de questions qui sont super intéressantes. En tout cas, voilà, regardez, c'est un phénomène, ça fait plaisir de voir que la série qui cartonne le plus est une série aussi brillante, intelligente et belle, et que c'est pas un truc popcorn pour les masses Netflix qui prennent un peu les gens pour des cons. Comme quoi, quand on fait de l'excellente qualité et que c'est bien distribué, bah, tout le monde kiffe, et ça fait vraiment plaisir. Donc, pour ceux qui sont sceptiques, moi qui ne regarde ni de films ni de séries, qui est vraiment pas du tout cinéphile pour l'instant, il y a mon Apple TV qui s'est ouvert à un moment parce que j'ai un compte partagé avec le frère. Je sais pas pourquoi l'appli s'est ouverte. C'était sur la page de Sévérance. Je me suis dit tiens, en vrai je vais regarder, tu vois. Alors que moi c'est pas trop mon kiff de regarder des séries. C'est vraiment pas le premier truc auquel je pense. C'est vraiment pas. D'ailleurs c'est dommage. J'essaye de me rattraper. Mais bref. Donc j'ai commencé à regarder. Et j'ai tout bouffé en 4-5 jours. Ah ouais, non mais. 2 saisons, il a même fini la saison 2 avant moi. Hein. C'est pour vous dire. J'ai fini la saison 2 avant lui. Alors que moi, ça fait 2 ans que j'attends. Non, j'ai bien mangé, quoi. Je me suis bien régalé. Donc foncez, même si vous n'êtes pas fan de série à la base. C'est phénoménal, c'est vraiment bien. Je pense. Et à n'importe qui. Et pareil, vous verrez, il y a un gros phénomène de la série sur Insta, TikTok. Il y a une vidéo qui est hyper intéressante où un gars te montre 2 points. Déjà qu'il y a des dissonances dans la musique, j'avais pas vraiment remarqué. T'as des dissonances de mélodie quand tu pars du monde, quand tu passes du monde interne au monde externe, donc ça c'est fou. Et surtout, il y a une colorimétrie de 3 couleurs maximum par plan. Ça se voit sur toute la bande-annonce, là. Vous avez 3 couleurs dominantes par plan. Tout a été créé comme ça. Il n'y a aucun décor, aucune couleur, aucune lumière qui est mis au hasard, quoi. Ils ont jamais posé leur caméra en disant « Oh, on va filmer un gars marcher dans un couloir. » Ils ont dit « Non, on met un gars qui marche dans un couloir et on met une plante à tel endroit pour qu'il y ait une 3e couleur dominante. » C'est des fous. Le travail visuel, il est titanesque. Hein. Et merci Ben Stiller, c'est lui qui est à la réal, à la production. Et à la réalisation, donc très très fort. Parce que là, il se révèle sous son meilleur jour possible. Je pense qu'il ouais, moi j'avais adoré La vie rêvée de Walter Mitty qui était sorti il y a une dizaine d'années. C'était déjà un film magnifique visuellement. Donc le fait qu'ils mettent cette même qualité de production dans ces versions, surtout que réaliser un film et une série, c'est pas le même exercice. Hein. Non, du tout. C'est vachement différent, donc là c'est très très fort. Ça l'est moins maintenant que les budgets des séries sont faramineux, mais oui, il y a une époque où c'était beaucoup plus compliqué. On disait t'as le budget d'un film de 2 heures, mais tu dois faire 10 épisodes d'1 heure. Tu fais en fait c'est l'arrangement, le séquençage du truc est plus compliqué. Après, c'est pas forcément plus compliqué, mais c'est juste qu'il faut savoir quand t'as une histoire s'il faut mieux l'adapter en série ou en film, quoi. Ah, ça c'est clair. Ah bah là clairement il fallait une série, c'est trop dense. Là voilà, tu peux pas effectivement, c'est trop compliqué, il faut une série. Mais en tout cas, on est content que la saison 3 soit renouvelée et on espère qu'il y aura pas de pandémie ou de confinement et pour retarder la saison 3 parce que c'est en partie à cause de ça que Mais non, c'est fini le Covid, il n'y en aura plus. Oh là là. Ouais. Mais du coup, la saison 3 devrait prendre moins de temps à arriver que la saison 2. C'était vachement long. Et ben on espère. En tout cas, on vous recommande chaudement, encore une fois. Non, ce n'est pas adapté dans le bouquin, c'est vraiment une création originale. On leur fait confiance pour délivrer la marchandise. C'est clair. Bon, on va passer au deuxième sujet. On va passer au deuxième sujet. Qui est, on va rester sur Apple TV justement parce que je voulais, comme tu le disais, on pense que la saison 3 de Sévérance sera. Moi, j'espère qu'elle sera bien. Le final de la saison 2, en tout cas, rajoute encore 1000 mystères qui nous rendent fous. J'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps. Comme tu le dis pour la saison 3. Ouais, non, mais ils ont dit eux-mêmes, ils ont pas dit qu'on allait attendre moins longtemps, ils ont dit qu'ils espéraient qu'on attende moins longtemps.
De toute façon, t'inquiète que là, je pense qu'Apple, ils vont surveiller au mois près que tous. Je pense que là, Apple, ils peuvent pas. En fait, ils peuvent pas attendre 2 ans et demi que les gens se désabonnent tous d'Apple TV. Là, il faut faire de la rétention. Et on arrive justement avec une transition parfaite au deuxième sujet. Qui est la sortie d'une nouvelle série Apple. Bah, figurez-vous, ils sont très malins quand même, Apple, puisqu'ils viennent de sortir leur nouveau gros banger vendredi, là. C'est-à-dire que dimanche, semaine dernière, Sévérance, c'est terminé. Les gens ont même pas le temps de se désabonner, ils ont même pas le temps de dire j'arrête mon abonnement Apple, qu'ils ont déjà une nouvelle série à regarder. La grosse nouveauté qui arrive. Une série que je vais commencer semaine prochaine, qui a l'air incroyable. La presse unanimement est en train de dire que c'est un petit bijou, que c'est absolument ouf, que Apple... Alors j'ai pas vu la bande-annonce, donc je vais regarder. Mais... Que ça pourrait avoir le succès d'un Sévérance. Je vous ai pas mis les sous-titres, j'ai pas trouvé la bande-annonce française. Mais t'as à peu près l'esthétique. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc c'est une série qui est créée par Seth Rogen, donc l'acteur que vous voyez à gauche, que beaucoup de gens connaissent, qui est une comédie et qui va raconter l'histoire de Seth Rogen, qui est un réalisateur qui va essayer de sauver un studio hollywoodien en déclin. Donc on va assister, je pense, à des tournages qui se passent pas très bien. À un système de production de plus en plus compliqué à Hollywood, des coupes de budget, des employés un peu bizarres et tout. Bon, voilà, ça, apparemment, c'est très très drôle. C'est une très 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 bonne satire et en même temps critique de ce qu'est Hollywood aujourd'hui. Et d'après les critiques qu'on a déjà pu voir les saisons entières, ils disent tous vraiment, j'ai trouvé des dizaines d'articles ce matin, qui disent que c'est vraiment la nouvelle bombe d'Apple TV et qui sort pile 5 jours après le final de Sévérance. Donc si vous avez un abonnement Apple TV pour Sévérance, vous pourrez aussi profiter de The Studio, qui a l'air d'avoir une qualité de production, encore une fois, Apple quand même, ils font des séries qui sont pas toujours ouf. Moi j'en ai vu quelques-unes pas ouf, mais globalement il y a toujours une qualité de production qui est irréprochable. Quand on n'est pas sur... on sort 20 séries par an, il y en a une qui est bien. En général, ils font en sorte... Ils ont clairement pas le... C'est lent. Enfin, ils ont pas le même modèle que Netflix, ça c'est sûr. C'est les HBO de l'époque, pas autant de qualité qu'HBO, parce que c'est vrai que... HBO... Il y a des séries pas ouf. On verra, hein. Mais globalement, Apple TV, ça vaut le coup quand même. Ça reste vachement bien. C'est un petit peu HBO à leur âge d'or, Apple TV, quand ils faisaient que des bonnes séries. Là, maintenant qu'HBO a été racheté par Max, c'est vrai qu'ils commencent à avoir des trucs pas ouf, mais globalement, il y a quand même encore des bonnes séries, ils ont des bonnes licences. Mais en tout cas, Apple, il régale. Donc moi, je vous dis, je voulais vous en parler rapidement. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait Bryan Cranston qui joue dans... Il y a Bryan Cranston qui joue dans The Studio. Vous allez retrouver aussi Martin Scorsese, Charlize Theron, Steve Buscemi qui joue lui-même, Olivia Wilde, Adam Scott. Donc il y a Adam Scott d'ailleurs qui est dans Sévérance, donc c'est très marrant. Qui jouent tous leur propre rôle. Donc c'est ça qui est aussi stylé. Je pense que ça va aider aussi. C'est surtout qu'ils jouent leur propre rôle. Donc vu que ça se passe à Hollywood, c'est ça qui est très marrant, c'est que il y a un petit peu un côté... Le fait qu'il y ait l'acteur principal de la série qui vient juste de cartonner. Oui, c'est clair. Il y a un petit côté, il y a un petit côté entourage d'HBO, une série qui était sortie une quinzaine d'années, qui était un petit peu pareil, c'était des acteurs qui vivaient à Hollywood et ils allaient à des soirées chez Jessica Alba et puis rencontrer Jimmy Fallon et tout. En fait, on est un peu dans le même délire. Ils jouent pas quoi, c'est juste eux. Donc Olivia Wilde, Dr House bien sûr, Augustin, ouais. Qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Il y a Zack Snyder aussi apparemment. Bon, je vous dis pas tout, je pense qu'il y a plein de surprises. Mais moi j'adore les séries où les acteurs jouent leur propre rôle, c'est toujours hyper intéressant. Donc j'ai très hâte de regarder ça, je pense qu'on va commencer dès cette semaine. Il y a 2 épisodes disponibles déjà. Donc régalez-vous si vous avez Apple TV. On va pouvoir passer au sujet suivant. On va mettre une petite pub avant, une petite pub pour notre sponsor Maloby Docs, on revient tout de suite. Gaza Radio, ouais. Ouais bon les gars, je suis désolé, en fait ça fait 7 heures que je stream, j'ai mangé un truc dégueulasse et là j'ai vraiment mal au ventre donc je suis désolé, il faut que j'arrête le stream. Quoi ? Arrêter ton stream ? Pas besoin, t'as Malobidox. Maloby quoi ? Malobidox, le médicament aux multiples parfums pour soulager ton mal de ventre. Un Malobidox et ton stream part en détox. Pouah, mais c'est ouf, en plus j'ai gagné des subs. Malobidox est un médicament des laboratoires Geek & Hills. La liste des effets secondaires est en cours d'étude. Dans le doute, commandez vos boîtes avant la rupture de stock. Commande ! Sponsor pour plus de détails. Et oui, ça part vite, hein, dépêchez-vous. Ça bientôt part disponible en pharmacie. Hein. Ouais, ça part vite. Avec l'hiver, il y avait beaucoup plus de mal de ventre, donc ils ont vraiment écoulé leur stock. Mais là, il y a une épidémie là, de gastro qui arrive. Là, on voit que l'action a monté en haut. L'action cartonne, vous avez vu là, dès que j'ai passé la pub, l'action est passée à plus 0. Ah ouais.
Comme quoi, c'est important. Fou. Il faut toujours rester actif dans la communication et tout. Ça rebaisse là. Putain. Mais t'inquiète, ça c'est parce que Augustin, il a pas validé son panier, mais ça va remonter, voilà. T'inquiète. Pour ça, il faut sub, quoi. C'est important. On va quitter un petit peu Apple TV. Puisque il y a une autre, on va en parler, il y a une autre société de production de vidéos télévisuelles, je veux rien dire, qui crée des chefs-d'œuvre chaque année et qui a aussi ses petits cartons. Et on vient d'avoir, normalement ce soir sort aux États-Unis l'avant-dernier épisode, donc le 7ème de la saison 3 de White Lotus, qui est un carton phénoménal pour HBO. C'est-à-dire que la saison 3 en termes d'audience est clairement en train d'exploser celle de la saison 1 et 2 qui étaient déjà des très bonnes audiences. Moi j'en suis à l'épisode 5, ce soir on regarde le 6, donc on est à jour quoi quasiment, et je ne peux pareil que vous conseiller, c'est incroyable White Lotus. Je peux vous faire le petit pitch rapidement. Donc là on est à la saison 3, chaque saison se déroule dans un hôtel White Lotus quelque part dans le monde. Donc je crois que la saison 1 c'est à Hawaï ou Tahiti, je sais plus. Je vais aller vérifier ça tout de suite. Mais en tout cas je sais plus, ça à Hawaï, voilà. Donc la saison 1 est à Hawaï, la saison 2 est en Italie, la saison 3 est en Thaïlande. Et en gros le principe c'est qu'on sait à chaque début de saison qu'il y a eu un drame, un mort. Il y a eu un mort ou plusieurs morts, on sait pas qui a tué, on sait pas qui est mort. Et en fait chaque saison nous amène 6 ou 7 jours en arrière et on va voir 3 ou 4 familles qui arrivent, ou groupes d'amis qui arrivent dans le White Lotus. On va suivre un peu leur quotidien dans l'hôtel et petit à petit les histoires se mêlent, se recoupent pour arriver en crescendo petit à petit vers le drame et on commence à avoir la toile complète de ce qui s'est vraiment déroulé. Moi je trouve que ça marche trop bien parce que dès le début on sait qu'il y a une dinguerie, on revient en arrière, c'est très calme, on voit des familles, c'est vraiment, ça critique les bourgeois au maximum, hein, c'est vraiment des gens qui sont déconnectés du réel, ils ont des problèmes que vous n'aurez jamais, et dans cette saison 3 on va du coup avoir un groupe d'amis de 3 femmes qui sont amies avec une actrice très, très célèbre. On a une famille de bourgeois qui viennent pour la thèse de leur fille qui doit interviewer des moines bouddhistes, avec le fils de Schwarzenegger qui est un gros bof cringe, voilà. Mais globalement, on comprend que il va se passer une dinguerie. On le sait dès les 2 premières minutes, mais on entend quelque chose dans l'hôtel qui présage de en fait, je me dis, ça fait quand même 3 fois qu'il y a des problèmes qu'il y a des gens retrouvés morts dans des hôtels White Lotus et personne ne se dit qu'il y a un souci, quoi. Mais c'est ce que je me disais justement, l'action, c'est pas l'action Malobidoc, ça doit avoir du mal à survivre. Mais parce que après je me demande s'ils vont pas lier un peu les 3 saisons et les 3 hôtels ensemble, et enfin avoir un peu une sorte d'enquête extérieure, tu vois. Je sais pas si à un moment ils vont faire un truc avec des gens qui enquêtent sur pourquoi il y a toujours des morts dans le même hôtel. Et puis que c'est toujours des Américains qui font chier surtout. Mais peut-être qu'aussi, je pense que la série va aussi te montrer qu'en général, ce genre de problème, c'est rapidement couvert pour faire plaisir aux actionnaires. Ouais, mais ce serait intéressant en vrai, un truc. Ou alors pas dans la série, mais un spin-off White Lotus. C'est clair. Après, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui se fait tuer dans un hôtel, est-ce que c'est pas juste un fait divers finalement Ouais, mais bon, quand ça arrive 3 fois d'affilée sur dans dans la même chaîne d'hôtels. C'est vrai. Alors je sais pas combien de temps se passe entre chaque saison. Après, les saisons peuvent se passer en même temps aussi. Parce que non, ça suit justement. Ce que j'ai pas dit, c'est que ça suit. Il y a des personnages que vous voyez dans la saison 1 qui réapparaissent dans la saison 2 et qui réapparaissent dans la saison 3. Sachant que... ils décident quand même de retourner dans les hôtels. Non, là, dans la saison 3, vous allez avoir une employée du premier qui vient se former en Thaïlande, donc c'est logique qu'elle soit là. Et l'actrice de la saison 1 et 2, pareil, c'est logique qu'elle soit dans la saison 2, bref. Après, c'est une marque d'hôtel pour ultra riches, donc forcément, ils vont que dans cette marque d'hôtel, donc c'est cohérent. Ouais. Ils vont pas aller à l'Ibis Budget, mais au moins, au Ibis Budget, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de série qui s'appelle Ibis c'est vrai, Budget. Moi, je m'inquiéterais quand même un peu. Déjà, il n'y a pas de fenêtre, donc on peut pas te tuer par la fenêtre ou t'espionner. Donc c'est pratique. Ibis Budget, c'est safe. Il n'y a pas d'ascenseur, donc on peut pas... voilà. Imagine une série où c'est pas White Lotus, c'est Ibis Budget. Ah, je serais trop chaud, mon gars, je fais 8 saisons. C'est incroyable.
En tout cas, tout ça pour vous dire que cette saison 3 est magnifique, comme les 2 premières saisons en termes de réal. Le casting est fou, c'est le casting qui fait toute la série. La tension, alors elle est beaucoup plus lente à démarrer que les 2 premières. Il y a plus d'épisodes aussi, il y en a 8, là où la 1 et 2 avaient 6 et 7 épisodes respectivement. Mais par contre, le Swift est fou. Genre, je pense que le Swift de la saison 3 il marche bien. Il y a un moment où vous vous dites, ah là, ok, là ça va démarrer, on y est quoi. Mais en tout cas. Incroyable série White Lotus, pareil, que je vous conseille, c'est un des gros cartons d'HBO depuis la fin de Game of Thrones. HBO se battent pour conserver des gros hits. Ils l'ont eu avec Succession qui s'est terminé l'année dernière, et maintenant je pense que c'est vraiment White Lotus, leur nouvelle poule aux œufs d'or. Meurtre au campanile, on dirait trop un film France 2 de merde du samedi après-midi. Sachant qu'il y a aussi... Meurtre au campanile, je veux regarder, hein. Si t'as la plateforme... Ah bah, je crois que c'est France 2 TV, hein. Sachant que vous l'avez vu aussi, on a dès le mois d'avril, donc quand White Lotus sera terminé, on a la saison 2 de The Last of Us. Donc vraiment... ah oui, le retour. Donc là, en fait, HBO et Apple TV, je pense que ça va être les 2 grosses plateformes qui vont bien se tirer la bourre pour sortir tous les 2 mois une dinguerie. Donc à suivre de près, mais en tout cas pour rester sur White Lotus et conclure, ouais, regardez White Lotus, c'est très bien. Regardez dans l'ordre, hein. Les histoires sont vraiment pas détachées par contre. Mais moi la 3, je pense que pour l'instant la 3 peut être ma préférée, j'attends de voir la fin. Mais là je suis complètement dedans, les décors de Thaïlande sont fous, c'est magnifique, les acteurs sont ouf. Moi je trouve ça trop bien. Dans cette saison du coup, oui, pour revenir aux acteurs, donc il y a du coup Charlotte Lebon qui a un des rôles principaux. Pour les francophones, et on a l'acteur, je sais jamais son nom, que je trouve incroyable, qui est dans The Shield, Walton Goggins, que vous avez aussi vu dans Django de Tarantino, qui joue le méchant là, l'esclavagiste. Donc voilà, excellent casting. Là, on la retrouve dans Bad Monkey aussi, la série dont je vous avais parlé il y a pas si longtemps que ça. Et il y a aussi, bien sûr, j'ai même pas cité son nom alors que c'est une de mes actrices préférées, Carrie Coon, qui est une actrice incroyable. Donc vraiment le casting il est 8 étoiles et demie comme chaque saison de White Lotus. Donc voilà. Il y a le fils de Schwarzenegger aussi qu'on reconnaît, hein. Il a la même tête. Voilà, très bonne série, toujours divertissant ce genre de concept de toute façon. Ouais. Chez Apple TV, dans le même genre, vous avez After Party, où c'est pareil, il y a eu un meurtre, on va savoir qui l'a fait en recousant le fil. C'est toujours très efficace. Bah, c'est très Agatha Christie en fait, hein. C'est vraiment pur. Ouais, bah, c'est le même modèle et c'est très efficace. T'as 10 inconnus sur une île, il y en a un qui est coupable, voilà quoi. Donc merci Agatha, hein, pour ce concept, voilà. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des séries, il me semble. On va passer au sujet suivant, film qui est encore en salle, donc on va vous dire si on vous invite à aller le voir ou pas. Parce que nous sommes allés voir le nouveau film de mon réalisateur. Est-ce que c'est mon réal préféré ? Je pense que oui, il est dans mon top 3 en tout cas. Le nouveau film de Bong Joon-ho, qui est assez intéressant à analyser. Mais avant ça, je vais te demander ce que t'en as pensé très rapidement. Est-ce que t'as aimé ? Est-ce que tu as trouvé ça zéro ? Est-ce que tu conseilles d'aller le voir ? Alors, je précise que mon avis vient de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le réal et qui n'a... Évidemment, c'est une hérésie, mais j'ai vu aucun de ses films. Donc, moi, ce que j'en ai pensé en tant que film... je veux dire, j'ai pris le film pour ce qu'il est, quoi. J'ai pas pris le film pour un film de tel réal ou quoi. C'était très bien. Voilà, c'était vraiment très, très cool. Eh oui. Une bonne dose de... Bon, le concept, évidemment, est très cool, hein. Le concept est assez original, c'est sympa. Il est très facilement compréhensible, on s'y fait très vite. Une bonne dose d'humour, avec des acteurs qui sont très très forts. Une dose d'humour qui est très bien gérée parce qu'elle te sort pas du film et elle est quand même très drôle. C'est-à-dire que tu te tapes autant de barres que t'es dégoûté devant ton écran, devant certains plans qui sont horribles. Ouais, y a des trucs un peu le propos, il est un peu en dents de scie parce que en fait le scénar est un peu facile finalement. Oui, c'est pas. Je vais y venir après. Ouais. Voilà. Le scénar c'est pas le cœur du film, mais c'est quand même très sympa à regarder. Et voilà, il y a plein de gens qui l'ont critiqué par rapport aux autres films du réal, mais moi je peux pas avoir cette critique là parce que je ne connais pas.
Je vais me lancer alors. Moi je trouve que les gens sont méchants avec ce film. Voilà, les gens sont méchants. Bon, pour ceux qui situent un peu Bong Joon-ho, son dernier film en date était Parasite. Parasite a tout raflé. Il a eu je sais plus combien d'Oscars. C'est un braquage. C'est le moment où le cinéma coréen, c'est bon, en fait le cinéma coréen depuis 15 ans, 20 ans, on va dire depuis 15 ans, depuis le début des années 2000, avec des All Boy, des films de Park Chan-wook, les films de Na Eun-jin avec The Chaser et Bong Joon-ho qui avait déjà sorti Memories of Murder, The Host, etc. commençaient à se faire une petite réputation de films un petit peu Hollywood breaker, on va dire. Un petit peu on fait les choses différemment avec nos productions à nous, des acteurs de talent et un propos toujours extrêmement politique et social qui est surtout axé sur la lutte des classes parce que la Corée est encore en contexte de guerre, hein, donc ils ont quand même des trucs politiquement hyper intéressants à raconter et faisaient toujours ça par le prisme un peu de films soit d'action un peu bourrine, soit de trucs trash, soit de science-fiction, mais en tout cas ils ont un peu vraiment il y a une aura un peu difficile à expliquer du cinéma coréen, je trouve, qu'on trouve pas à Hollywood, du moins qu'on a peut-être perdu chez Hollywood, qui est vraiment authentique, que je trouve, moi me fascine complètement. Et Parasite, un peu le film qui a dit ok c'est bon, le cinéma coréen il est légitime auprès des Américains, il est légitime auprès du monde entier, on n'a plus rien à prouver. Parasite c'est un peu le maxi best-of parfait du film coréen, et moi je trouve Parasite phénoménal, même que des fois énervant parce qu'il est trop parfait le film, t'as envie de dire mais il n'y a aucun défaut, il n'y a même pas un défaut analysé dans ce film, c'est énervant, mais Parasite c'est un immense film. Du coup Bong Joon-ho, il s'est passé ce qui devait se passer, et il a bossé pour Hollywood, à Hollywood, avec des acteurs hollywoodiens, et ça a donné Mickey 17, et c'est ce qui me plaît pas à beaucoup de monde, parce que effectivement on perd ce côté film authentique coréen, avec des budgets coréens, des productions coréennes en Corée quoi. Pour autant, je trouve quand même qu'il s'en sort bien, parce qu'il garde son côté très humoristique qu'il a dans certains films. Il garde sa patte de réalisateur de montage parfait, genre je trouve la réal et le montage sont parfaits, la photographie est magnifique, il s'est entouré de super bons acteurs, et comme le disait Valentin, effectivement le scénario est peut-être hyper original dans le côté, je trouve le côté, en fait, pour vous expliquer un peu le scénario, c'est Pattinson, c'est, comment ils appellent ça dans le film, remplaçable. Un remplaçable, ouais. En gros, ça se passe dans le futur. On a trouvé une planète à coloniser. Donc déjà, ils vont sur une planète où il fait moins 20 degrés, où il y a des monstres. Enfin, ils sont un peu cons, mais bon, ça fait aussi partie un peu du truc comique du film. Et du coup, il est remplaçable, c'est-à-dire que on l'envoie sur des missions suicides dans l'espace ou sur la planète ou en repérage. Et on sait qu'en fait, dès qu'il meurt, c'est pas grave, parce qu'on peut faire une copie de son corps dans le vaisseau, en lui réinjectant sa conscience qui est dans un disque dur. Donc en gros c'est juste un cobaye mortel qui est voué à mourir. Et le film s'appelle Mickey 17 parce que vous suivez dans le film le 17ème Mickey, en gros le 17ème version de lui qui a ressuscité, qui est déjà mort 16 fois en gros. Voilà. Avec un petit twist. Et à chaque fois il souffre, à chaque fois il subit la souffrance. Voilà, vous voyez sur la bande-annonce, il injecte. Ah, c'est le pire job de l'univers. Ah ouais, il se fait cramer, c'est horrible. Mais bon, ce qui est un peu marrant, c'est que c'est pas vraiment il a pas vraiment accepté de le faire parce qu'en fait il a pas lu les conditions, il a pas lu les CGU, les conditions générales d'utilisation. Le héros est un peu con, il a besoin. Il est vraiment débile et c'est ça qui est drôle. Ouais. Mais c'est pas pour autant dérangeant parce que c'est risqué quand même de faire de l'humour comme ça dans un film. Du coup, scénario original mais qui va pas forcément aller très loin politiquement comme aurait pu le faire un Parasite ou un Memories of Murder ou un Okja, etc. Mais pour autant, c'est quand même un super bon divertissement, faut pas abuser. Moi, je vous conseille de le voir. Ce qu'il fait, il le fait très bien, quoi. Voilà. Il est très efficace, le film. Alors c'est peut-être plus un film de home cinéma que de ciné, quoi. Je pense qu'il est peut-être plus agréable à regarder chez soi, en vrai. Ouais, moi je sais pas, je trouve quand même il a des... Je trouve qu'il a une belle ambition cinématographique, il y a des plans magnifiques. Ouais. Le meilleur perso du film, c'est Mark Ruffalo, il est incroyable, là, l'antagoniste, il est complètement et puis il y a vraiment un parallèle entre Trump et Musk avec ce personnage-là, qui est vraiment une caricature de Trump assez évidente en vrai. Ouais, puis il y a une critique. Et l'acteur est très très fort.
Il y a une critique de l'intérêt de la conquête spatiale, pour qui on la fait vraiment, à qui elle sert vraiment. Bon voilà, ça c'est une critique un peu sympa, mais on retrouve pas les surcouches de dénonciation qu'on peut avoir dans, j'ai envie de dire, même n'importe quel film coréen, de grands réals coréens. Ouais, puis toi tu m'avais dit que la grosse différence entre ce film et le reste, c'est qu'il parle pas vraiment de social, quoi. Ah bah très peu, il y a pas de... Oui, quasiment pas. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est la base de la base de Bong Joon-ho, c'est ça. Et c'est le premier film où il en parle pas directement, où il change un peu de propos, quoi. Bah voilà, t'as par exemple Snowpiercer qui a un casting américain, mais qui est 100% un film coréen dans son budget et sa prod. Snowpiercer, c'est un train qui est divisé, qui n'arrête pas de rouler. C'est le dernier truc où l'humanité s'est réfugiée. C'est un train qui n'arrête pas de rouler dans un monde dévasté. Et tu as les gens au fond, c'est les pauvres, au milieu, c'est la middle class, et devant, c'est les riches. Voilà. Bon, tu peux pas faire plus explicite que ça pour critiquer la lutte des classes, tu vois. Mais le film est trop bien. Il se passe des dingueries dans le train et tout. Après, on a eu Parasite. Je pense que Parasite n'a rien à montrer. Parasite, c'est clairement le film qui dénonce le mieux la lutte entre les riches et les pauvres. On peut vraiment pas faire plus, même pareil, explicite. Et là, effectivement, c'est un sujet qui disparaît totalement. Le seul aspect social, on va dire, c'est à la limite que du coup le personnage principal qui devient remplaçable, c'est un mec qui est vraiment fauché à la base, qui a des dettes, qui a des menaces de mort et tout, et qui fuit. Et aussi le fait que à l'intérieur du vaisseau où ils sont, t'as les gens normaux, on va dire, qui mangent leur gelée dégueulasse à la cantine. Et en attendant, t'as Mark Ruffalo là qui bouffe des plats de fou tous les jours. Mais c'est pas... c'est purement... Oui, puis t'as pas l'impression qu'ils s'en plaignent non plus. C'est pas ce que tu retiens du tout du film, quoi. En fait, pour moi, même pas, parce que ils ont pas l'air à une seule seconde de s'en plaindre, les employés du vaisseau. Ouais, puis ils sont assez mélangés, hein. Ouais, en plus. Non, mais c'est-à-dire que lui, il se montre devant tout le monde. Moi, je pense que... Après, c'est bien que Bong Joon-ho change aussi ses thèmes. Il va pas faire tout le temps des trucs sur la lutte des classes dans ses 40. Non, mais voilà, c'est très sympa. Je pense qu'il faut le laisser un peu mais je trouve que c'est un bon exemple de comment le cinéma hollywoodien peut un peu aseptiser des réalisateurs qui, d'habitude, vont un peu plus loin dans ce qu'ils font. Mais dans tous les cas, c'est un très bon divertissement. Ce qui est très marrant, c'est que justement, il bide à Hollywood, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il finalement, marche pas trop. Ouais. En fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le public américain n'est pas du tout réceptif à ça, alors que justement tout le monde se plaint que le film est américanisé. Ouais, c'est vrai. Après, globalement, le cinéma américain, c'est paradoxal. Le cinéma va pas très bien globalement aux États-Unis aussi, mais c'est vrai que c'est assez mais paradoxal. Le film a vraiment pas marché. Oui, c'est un bide, complet. Ouais. Surtout par rapport à Parasite qui est un colosse, quoi. Parasite qui est ressorti en salle un an après en noir et blanc et tout, je sais plus quoi, tellement le truc il savait plus quoi en faire, tellement tout le monde voulait le revoir. D'accord. Donc je pense que Bong Joon-ho il a son premier gros échec. C'est pas grave, je pense que peut-être. Alors sachant que le prochain film de Bong Joon-ho est déjà acté et en cours de prod, c'est un film d'animation qui est le plus cher de sa carrière. Donc on verra ce que ça va donner. L'animation c'est très cher, hein. Ouais, c'est le plus cher de sa carrière. L'animation, ça coûte très très cher. C'est un réalisateur, chaque film, vous prenez toute sa filmographie, chaque film est plus cher que le précédent à chaque fois. Donc à l'heure actuelle, Mickey 17 est son film le plus cher. Et c'est son plus gros ça se comprend, parce que t'as quand même du coup Mickey 17, t'as énormément de FX. C'est surtout les acteurs, mon gars. Je pense que Pattinson, il prend pas 20 € par jour. Hein. Oui. Bon voilà, il y a aussi ça dans le film américain qui est chiant, quoi. Les cachets sont énormes. Mais les mecs se prennent pour je sais pas qui. Mais le film est beau, hein. Il y a franchement, même je pense que les scènes d'action, la scène d'action finale, ça a dû être hyper chaud à tourner. Donc on vous conseille de pas trop écouter les gens. Voilà. Et d'y aller parce que ça vaut le coup. Vous n'allez pas perdre votre thune en allant au cinéma. Pas. Bon, sauf si vous allez dans un pâté où la séance à 25 €, mais ça vaut 8 balles, voilà, ça vaut 8 balles qui met un prix sur la place, ça vaut 8 balles. Voilà. Voilà, avec franchement, il faudrait des fois, hein, parce que... Avec vos petites coca et vos popcorn, ça vaut vos 35 €, quoi. Voilà. Est-ce que ça vaudra le film Minecraft de la semaine prochaine? Je sais pas. Putain, c'est vrai qu'il y a ça, mon dieu. Bref, Mickey 17, pour conclure, très bon divertissement. Pas le meilleur film de Bong Joon-ho, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Et un petit jingle pour la Lézard Radio avant de reprendre. Moi, c'est toi. Qu'est-ce que c'est? Bon. Moi, comme j'ai la compagne, j'aime bien avoir de la compagnie.
Alors des fois, j'allume la radio et j'écoute Lazare Radio. Lazare Radio. Et oui, bien sûr, hein, la Lazare Radio, toujours. C'est le meilleur jingle, celui-là. Merci encore à Big Game Mosquée, qui avait fait gentiment tous ces jingles incroyables. Voilà, trop fort. C'est sa vraie voix, en plus, ça qui est fou. On passe à la musique. Parce que nous sommes allés, il y a 2 semaines déjà, ça passe vite, avec Valentin. Nous sommes allés à Londres, la vraie ville de Londres, hein, on y allait en voyage. La vraie ville, on est allé voir le groupe préféré de Valentin, que moi je connais depuis pas très longtemps, mais bon, je connais depuis très longtemps par contre le leader du groupe. Nous sommes allés voir les Voids, le groupe de Julian Casablancas, dont on vous a parlé il y a pas si longtemps dans une Scopcast radio. Moi j'en avais parlé aussi en solo sur mon stream. Donc c'est le projet musical de Julian Casablancas des Strokes, qui nous ont offert en 2024 leur 3e album, que nous on a adoré, qu'on vous invite à aller écouter. Après les 2 premiers albums qui étaient Virtue et Tyranny, je sais plus en quelle année ils étaient sortis. Et on les a vus au Troxy de Londres, une salle mythique de là-bas, qui est très hype en ce moment, avec beaucoup d'artistes internationaux qui passent. C'est un petit peu le Grand Rex londonien pour ceux qui connaissent Paris. Et on a vraiment kiffé, malgré quelques bémols. Alors je vais commencer. On n'avait pas anticipé que les Anglais, en fait, au-delà d'être toujours bourrés 24/24 en concert, connaissent absolument 100% des paroles des groupes. Et du coup on n'entendait rien à la voix de Julian Casablancas, parce qu'on avait 48... De base on n'entend pas beaucoup, donc ouais, qui avait 48 hooligans qui nous criaient dans les oreilles derrière. Donc vers la fin du concert on allait un peu en arrière profiter du son, mais globalement ambiance de fou, on était trop contents là. Moi j'étais surpris de l'ambiance, que ce soit autant, parce que ça bogotait à des moments, hein. Ah ouais, il y a des mecs qui sont battus, hein, même Julian a dit arrêtez de vous battre, les gars, peace and love. Il a pas dit ça, mais c'était un peu en mode calmez-vous, quoi. Ouais. Mais c'était trop bien, hein, franchement. Moi, je suis content. C'était mon premier concert à l'étranger. Bon, j'avais vu U2 à Bruxelles, mais je considère pas vraiment que c'est l'étranger d'aller à Bruxelles. Parce qu'autour de moi, j'avais des mecs qui parlaient français et qui étaient trop sympas. Ouais. En fait, non, c'était pas la France, du coup. C'était trop sympa. Mais on avait croisé il y avait un mec devant qui faisait 2 mètres et demi. Ah ouais. Au début, il nous a saoulés, puis à un moment, il s'est retourné, il m'a parlé, finalement, c'est une autre pote. Des Norvégiens qu'on a recroisés le lendemain à St. James Park. Et on l'a recroisé le lendemain dans la plus grande ville du monde. D'Europe, tranquillou. Salut mon gars, ça va, ouais. Tranquille. Et c'était bien. C'est lui qui nous a reconnus d'ailleurs. Et on a aussi pu visiter le Turnman Record de Jack White. J'en avais parlé sur mon dernier stream, j'en reparlerai la prochaine fois plus précisément. Parce que j'aimerais faire un stream guitare. C'est l'événement de toute sa vie. Mais c'était magnifique. Mais en tout cas, les Voids, nouveau morceau qui est sorti le mois dernier, Blue Demon, on sait qu'il y a un album qui devra arriver aussi peut-être. Alors c'est un petit EP qui arrive ce printemps. Aucune information sur les comptes du groupe. Uniquement Stephen Colbert du Late Show qui le confirme dans la vidéo. Mais voilà, on sait que l'EP aura un morceau très attendu des fans vraiment profonds qui connaissent ce morceau, qui est enregistré dans une version live dégueulasse filmée à l'iPhone il y a 5-6 ans. On a très hâte que ce morceau passe en studio et qu'on puisse l'écouter quand on veut. Donc voilà, l'EP a l'air assez prometteur, en sachant que le dernier morceau a vraiment une production assez intéressante. Yeah, c'est clair. Très très quali. Très déroutant comme tous les morceaux au début, mais extrêmement groovy. Elle est vraiment belle cette moi, scène. J'ai trop kiffé ce morceau. Mode cyberpunk. Je suis totalement addict à ce morceau. Je l'ai écouté 190 fois en une j'avoue semaine. que je commence à l'apprécier. C'est pas mon préféré, mais je commence à l'apprécier. En tout cas, voilà, c'est un groupe qu'on vous invite à découvrir. C'est un univers extrêmement particulier musicalement. C'est le total opposé des Strokes, dans le sens où les Strokes, ça reste un groupe de rock qui a essayé des choses, mais globalement, il y a un son des Strokes très identifiable, ce qui fait leur succès. Et là, c'est vraiment Casablancas qui utilise de l'autotune, utilise énormément de synthé. Il y a des morceaux très métal, il y a des morceaux très funk bizarres, il y a des morceaux très hard rock nuls. Blue Demon, tu m'avais dit qu'il y avait un côté Nine Inch Nails au début. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a un côté très humoristique. C'est vraiment, ça se prend pas au sérieux, mais c'est des morceaux extrêmement difficiles. Il y a pas mal de comédie finalement, dans les paroles des fois. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est paradoxalement de la musique bas les couilles comique, et en même temps, si tu regardes la structure des morceaux, c'est très complexe.
Il y a vraiment des morceaux qui sont des trucs de... Il y a des Bohemian Rhapsody chez les Voids, quoi, des morceaux qui n'ont pas de refrain, pas de couplet, qui ont des structures très pétées, bizarres. Globalement, tous les morceaux, d'ailleurs, je trouve, à quelques exceptions près. Donc le concert était très bien. Franchement, il y en a quelques-uns qui auraient pu être sur les Strokes, mais... ouais, quelques-uns, mais ça reste... je veux dire, je pense qu'il n'y a pas plus projet alternatif que ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas un mec qui fait un deuxième groupe le même, quoi, comme pourrait le faire un Tom York par exemple, où c'est assez. C'est intéressant. Puis il y a un côté lootbox avec ce groupe où tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. La scène est trop belle, je suis trop fan de ça. La scène est vraiment très stylée. Nous on n'a pas eu ça malheureusement. Et ouais, voilà, hâte de découvrir l'EP qui arrive vraiment très peu de temps après l'album. Hein. Mais c'est très cool. Je pense que ça va être un bon complément à l'album. Ça va rafraîchir les oreilles pendant l'été là. Ça va être ouais, j'ai trop hâte. Et puis et surtout moi j'étais juste déçu qu'on n'ait pas eu Human Sadness, mon morceau préféré des Voids. Ouais, ils l'ont pas joué ni à Paris. Après, elle dure 10 minutes, donc bon, je pense qu'ils ont dit. Ouais, puis comme il arrive 20 minutes en retard. Alors par contre, si vous allez faire des concerts à Londres, essayez d'être en dehors de la salle à 23h max. Parce que les mecs sont ultra violents pour vous sortir des salles à 23h. Ça, ouais, vraiment, un mec qui hurlait. Les mecs, sur le Reddit, il y a plein de gens qui se plaignaient après, qui avaient dit que c'était vraiment abusé. Le personnel était violent, limite tu te prenais une fessée si tu restais un peu dans la fosse, quoi. C'est du Daft Punk avec l'autotune. Oui, il y a un petit côté. D'ailleurs, il avait bossé avec les Daft Punk sur. C'est quoi le morceau déjà Instant Crush. Instant Crush. Bah, il y a. En fait, il y a pas mal de gens qui ont repéré que c'est vraiment depuis qu'il a bossé avec les Daft Punk. Bah, en fait, la création du groupe s'est faite en parallèle avec cette collaboration avec les Daft Punk. Et je pense qu'il a touché au vocodeur, à l'autotune avec les Daft Punk et depuis, il a pu lâcher. Ouais. Il y a des morceaux où il a pas, il y a des morceaux où il a. Ça l'a un peu défoulé. Ouais, c'est clair. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a 2 ans, il y a une démo qui est sortie entre les Voids et les Daft Punk de 2013, alors que les Voids ont été créés en 2014. Ah oui, c'est marrant, ouais. Donc tu vois que le tout premier morceau des Voids, en fait, ils l'ont fait avec les Daft Punk, quoi. C'est très marrant. Donc les Voids, ça vient vraiment... C'est vraiment... en grande partie les musiciens avec qui il a travaillé pour son album solo. Et Instant Crush. Et il a voulu faire un groupe avec eux et puis il s'éclate. Et puis voilà. Quel morceau. Mais sur scène, il s'amuse énormément. Il est très bavard. Ah mais moi c'est ça que je trouve ça, c'est que tout le monde m'a dit, parce que moi j'ai jamais eu la chance de voir les Strokes en concert et tout le monde disait Casablancas il communique pas, il est chiant. Et là j'ai jamais vu un mec autant parler à son public. J'ai pas vu ça depuis U2 où il raconte ça live, quoi. On comprend rien à ce qu'il dit, mais. Ah oui, on comprend rien, mais il parle au moins, c'est déjà pas mal, tu vois. Ok, mais en tout cas. Il oublie d'enlever son autotune, il parle. On a bien kiffé. Après, à Londres, on a fait des trucs cool. Globalement, moi j'ai vraiment envie de retourner à Londres pour des concerts. C'est quand même l'ambiance est folle, quoi. Les mecs sont fous. Voilà, Make the Ram, vous voyez derrière. Et je rêve de voir Radiohead au Royal Albert Hall un jour, ça doit être complètement fou. Radiohead avec des petites rumeurs. Hein, aïe aïe aïe, on en reparlera à la prochaine radio. Si possible, on en parle pas maintenant, c'est bon. Je sais pas. Moi j'y crois pas, mais peut-être que comme à chaque fois ils font le coup de pas de promo et ça vient d'un coup, on verra. Ok, on va retourner sur la scène de Talk. Et puis on va regarder c'était quoi le prochain sujet. On arrive bientôt à la fin. Nouvel album de Playboi Carti. Si tu veux nous en parler. Playboi Carti, pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous connaissez tous de nom parce que quand même c'est un nom qui est assez récurrent sur la scène hip-hop depuis quelques années. C'est un rappeur qui s'est fait connaître pour avoir une touche très expérimentale avec des baby voice, des trucs. Enfin, il fait pas mal de trucs bizarres avec sa voix. Et globalement, il fait du mumble rap, c'est-à-dire c'est du rap où les paroles, on s'en fout un peu. Le but, c'est juste d'avoir un flow qui est intéressant et un truc. C'est vraiment que du feeling, quoi. C'est-à-dire qu'il parle un peu dans sa barbe, on comprend pas ce qu'il dit. C'est le but, on comprend rien à ce qu'il dit, mais on bouge la tête, quoi. C'est un peu ça le principe. Dans ses gros succès, il y a 5 ans maintenant, Hold on the Red qui est sorti, qui a un album qui a fait beaucoup débat à sa sortie, qui a été extrêmement critiqué parce que c'est un album qui est vraiment un ovni. C'est-à-dire qu'il a créé un genre musical avec cet album. C'est pas juste
c'est tellement nouveau que forcément ça a perturbé tout le monde et tout le monde s'est dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Et finalement, ça a pas mal marché et c'est devenu surprenamment assez mainstream pour un truc qui est aussi extrême. Parce qu'il y a vraiment des sonorités qui sont très très difficiles à appréhender. Et donc, après la sortie de cet album, il avait teasé un nouvel album qui finalement n'est jamais sorti. Puis il a fait la tournée de cet album qu'il a renommé parce que l'album n'est pas sorti. De temps en temps, il postait des leaks et des trucs sur Insta, comme quoi il y avait un nouvel album. Les fans en pouvaient plus parce que, en fait, à chaque fois, ils mentaient, quoi. À chaque fois, il n'y avait jamais de projet et ils en pouvaient plus. Et dernièrement, il avait annoncé la sortie de... Il avait mis tout un merch sur son site et tout sur l'album, qui finalement ne sortait toujours pas. Sauf que il y a eu un petit souci, c'est que légalement son merch devait être distribué avant le 15 avril ou quelque chose comme ça. Donc ça fait que légalement, s'il voulait pas rembourser tout l'argent qu'il a mis dans le merch et qu'il s'élève à plus de millions de dollars parce qu'il devait rembourser toutes les précommandes, il fallait qu'il sorte absolument l'album avant le 15 mars. Oh putain, n'importe quoi. Donc l'album est sorti de force, comme ça. Putain. Et donc après 5 ans de rollout très nébuleux, on va dire, les fans ont enfin eu leur album, qu'ils ont attendu jusqu'au bout parce qu'il devait sortir à minuit, il est sorti à 13h finalement. Jusqu'au dernier moment, il était repoussé. Les gens suivaient en direct un streamer américain qui appelait Cartier au téléphone pour lui demander où ça en était. Ah oui, c'est trop stylé. C'est vraiment la rue, quoi. Putain, c'est incroyable. Et donc l'album, 30 morceaux. Donc il se fout pas de notre gueule quand même. 30 morceaux, c'est beaucoup. Après 5 ans, il y a du contenu. Il y a de quoi se mettre sous la dent. C'est très varié, il faut plus voir ça comme une mixtape parce que c'est pas vraiment un album, c'est un album à écouter en shuffle. Faut tester un peu, faut picorer les morceaux. La production peut être autant mainstream que extrêmement agressive et extrême sur certains morceaux. Il y a des featuring de marques quand même, notamment The Weeknd. The Weeknd, Future, Kendrick qui est là sur 3 morceaux. Je crois qu'il y a Young Thug aussi. Ouais, j'en oublie plein. Des gros guests, quoi. Des gros guests. J'en oublie plein, il y a des gros guests. C'est notamment une critique qui a été faite, c'est que Travis Scott aussi, voilà. Travis Scott, par exemple, ses featuring sont pas ouf. C'est-à-dire qu'il apporte strictement rien au morceau. Et la plupart des featuring n'apportent rien, à part... The Weeknd qui a forcément une voix qui est très reconnaissable, qui a fait un morceau très très doux sur Rather Lie. Et Kendrick qui apparaît sur 3 morceaux. Un morceau où il fait des adlibs. Le morceau qu'on entend en fond où il fait sa voix un peu douce comme dans Luther sur le dernier album. Et un morceau où il a vraiment un couplet qui est super cool. Good Credit. Il a un couplet qui est assez mémorable et tout. Il arrive en plein milieu du morceau et quand l'album sort, il n'y a pas les features, il y a pas les feats qui sont indiqués. Donc juste à Kendrick qui débarque en plein milieu dans tes oreilles comme ça et de nulle part. Donc c'est assez stylé, ça. Assez cool. Petite surprise, le petit Kendrick en légende. Et donc voilà, si vous voulez vous mettre là-dedans, vous en avez pour un moment parce que 30 morceaux, c'est long à digérer. Mais voilà, je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Faut vraiment être habitué à la trappe, vraiment divertissante. C'est purement du divertissement, il y a pas de... Oui, c'est pas une prod de Kendrick où il te faut 10 écoutes pour dire c'est un chef-d'œuvre le truc. Ah non, faut pas aller chercher très loin, faut juste s'exploser le crâne sur les instrus, quoi. Y a pas de... Mais voilà, ça fait du bien. Si c'est votre délire, ça fait du bien. Et c'est quand même un événement qui est très important là, dans la pop culture, enfin dans le rap US. C'est vraiment le gros sujet d'actualité. Parce que c'est quand même un artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui repousse pas mal les limites du hip-hop et qui teste plein de nouveaux trucs. Et il n'y a que lui qui a fait ça en fait. Y a que lui. Je voulais vous mettre son clip qui est assez esthétique, mais comme il y a des boobs toutes les 3 secondes, je voulais pas les mettre. Donc voilà, Musique, l'album s'appelle Musique. C'est un peu un coup de génie, parce que si tu tapes Musique sur Google, tu vas tomber sur son album. Non, moi, il y a écrit Musique, Sorry for Die Yet.
pour l'attente, quoi. Désolé pour l'attente. Ouais, parce qu'il a sorti une Deluxe quelques jours après avec les 3-4 morceaux qui étaient pas sur l'album. Ah, mais j'adore le fait que le mec, tu vois, qu'il s'est dit putain, attends, je dois sortir l'album demain. Par contre, j'ai pas de titre, on va l'appeler musique, ça me tue. Le titre musique, il était prévu depuis longtemps. Par contre, quelques heures avant la sortie de l'album, il était avec Kai Cenat au téléphone en disant ouais, on n'a pas fini pour les samples et tout, il y a pas tout qui est clear, on va peut-être changer la pochette et tout. Putain. À la rage totale. Voilà. Et ça s'entend des fois qu'il y a des trucs qui n'ont pas eu le temps d'être peaufinés, c'est un peu dommage. Et je pense qu'il gagnerait un peu plus à se retenir de balancer des extraits ou de hype les gens parce que il a ce truc où il veut tout le temps annoncer un nouveau truc et finalement il est pas prêt du tout, quoi. Et là, il a déjà annoncé un nouvel album, on lui fait pas trop confiance. Et ouais. Et il y a plein de gens, la pochette est devenue un peu culte quand même parce qu'elle tourne depuis pas mal de temps. Il y a plein de gens qui avaient changé la pochette, au lieu d'écrire I Am Music, ils avaient écrit I Am Liar parce que c'est un menteur. En fait. Oh, putain. L'album sort jamais. Et voilà. Bon, c'était un moment de pop culture très très drôle. Et moi, j'avoue que j'écoute pas mal l'album ces derniers temps. Pour mieux l'écouter, je l'ai découpé en 3 disques. Ça aide beaucoup plus. Donc 10 morceaux par 10 morceaux. Et si vous voulez mon avis, ma partie préférée, c'est celle du milieu, le disque 2, du morceau 11 au 20e. Je trouve qu'il y a une bonne panoplie de morceaux. Vas-y, je vais écouter par curiosité. C'est pas vraiment du tout mon genre, mais ce que j'entends là, c'est pas si mal. C'est très particulier, c'est vraiment de l'énergie brute, quoi. Ouais. En ce moment, j'en ai besoin, je te le dis. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Hein. On peut changer complètement d'ambiance si tu veux. On peut changer d'ambiance complètement. Je vous parlais, nouveau sujet, je vais vous parler d'un album que j'attends beaucoup qui sort la semaine prochaine, mais on a déjà pas mal de morceaux disponibles puisque c'est le nouvel album, le 5e album de Bon Iver, qui est franchement dans mes top groupes préférés d'artistes indé folk, on va dire, même si ça a un peu évolué avec le temps. Et la particularité de cet album, c'est que Bon Iver, quand il a sorti son premier album, c'est Justin Vernon de son nom, parce qu'il fait tout seul, avait sorti en 2008 son premier album qui s'appelait Forema, Forever Go. Le virgule est important, donc je vais vous le répéter à chaque fois. Donc c'est Forema, Forever Go. Et en gros, il avait annoncé à ce moment-là que les albums qui allaient sortir allaient chacun représenter une saison. Donc Forema, Forever Go, c'était l'hiver, parce que il s'était fait larguer par sa meuf, il s'est enfermé en Alaska. Et il a sorti son album tout seul avec sa guitare et son ordi. C'est dans ces moments-là qu'on fait les plus grands chefs-d'œuvre, hein, d'ailleurs. Ah ouais, je sais pas, j'espère que je saurai jamais, mais je te le dirai. Et du coup, t'as un album qui en sort, et il y avait notamment le morceau Skinny Love, etc., bon, qui a été un succès interplanétaire très vite, tout en restant très confidentiel, mais on va dire que ça fait partie des artistes indés qui ont explosé très vite, au premier album d'ailleurs, mais qui reste indé, quoi. C'est-à-dire que le gars est toujours resté, ça n'a pas changé mon identité musicale, je vais toujours faire ce que j'ai envie de faire. Il a créé son propre label, son propre studio, il fait tout seul, il a acheté une vieille baraque désaffectée, une piscine, je crois, pour faire son propre studio et tout. Donc voilà, le mec fait vraiment son petit business tout seul. Il avait sorti en 2011 Bon Iver, Bon Iver, qui représentait l'automne, qui est un album beaucoup plus chaleureux que le premier, parce que c'est l'automne, donc il fait encore un peu froid, mais globalement on sent que l'hiver arrive, mais on est encore l'été est passé, il fait encore un peu chaud et puis froid en même temps, et ça s'entend beaucoup dans l'album. C'est vraiment folk, guitare, piano, quoi. Il y a un peu de guitare électrique, mais globalement on est sur de la folk indé classique. Il avait sorti mon album préféré en 2016, 22,1 million, qui est de là, alors j'aime bien le genre qu'il donne. Ils appellent ça de la... Attendez, je vais vous dire le nom. C'est un genre musical que j'avais jamais entendu avant, et d'ailleurs maintenant tout le monde le copie, qui est de la folktronica et de l'art pop. Ça veut pas dire grand-chose, mais globalement, on n'est plus du tout dans de la guitare-voix. On est plus dans un mélange de trip-hop, vocodeur, électro, rock bizarre. Voilà, moi c'est un album que je trouve... cet album. J'avais fait un vinyle dessus, si ça vous intéresse. Alors, je crois que la VOD n'est pas encore dispo, mais j'avais fait un vinyle dessus qui avait bien plu aux gens du chat qui connaissaient pas. Donc moi, c'est pas du tout accessible, mais au bout de 3-4 écoutes, on est assez accro. Et ça représentait l'été, parce que l'album a des chaleurs, mais vraiment, le terme chaleur, tu écoutes l'album, tu fais « Waouh, putain, il donne chaud. » Dans la pièce. Il est extrêmement chaleureux, l'album.
Il avait sorti en 2019 I,I, enfin I,I. Qui était du coup l'album qui représentait le printemps et qui était aussi un très bel album qui reprenait un petit peu tout ce qu'il avait fait avant. Donc il y a des morceaux très folk, voix classique, des morceaux très expérimentaux à la 22 Million. C'est un album que j'ai beaucoup aimé, mais pour moi qui était quand même moins bon que 22 Million, qui est son apogée. Le cycle des saisons étant terminé, on n'avait pas trop de nouvelles de lui, à part qu'il avait produit pas mal de groupes et collaboré avec pas mal de groupes. Et là, en 2025, donc fin d'année 2024, il nous avait sorti un EP qui s'appelait Sable Virgule. C'est bizarre. Sable Virgule sans la suite. Donc évidemment, tout le monde s'est dit très rapidement, ok, il va faire un Sable Virgule quelque chose et ça va devenir l'album. Donc du coup, effectivement, l'album sort la semaine prochaine. Il sort le 11 avril, donc dans 2 semaines précisément, vendredi 11 avril. Et il va contenir du coup le contenu du premier EP qui était sorti il y a quelques mois, plus des nouveaux morceaux. Je vais vous dire le nombre de morceaux si je les trouve. En fait, ouais, il y a 2 disques. Le premier, c'est l'EP et le deuxième, c'est le gros album. Quoi. C'est ça, sauf que là, tout est regroupé dans le même truc, c'est ça qui est cool, et tout a l'air cohérent. Fable, je crois. Et on va avoir 9 morceaux, plus les 5 morceaux de l'EP. Donc ça fait 14 morceaux, voilà. Et de ce qu'on a entendu... Assez généreux. Donc là, en fond, je vous ai mis le morceau If Only I Could Wait, avec Danielle Haim, qui est la chanteuse du groupe Haim, qui est un groupe de 3 sœurs. Donc c'est assez original pour le souligner, qui est sympa. J'ai écouté ce matin, je connaissais pas, c'est vraiment cool. Et c'est très... on revient sur des sons très chaleureux, justement. Je pense que Bon Iver, il a eu une grosse période de dépression de Justin Vernon qui a fait qu'il a dû annuler des tournées. Il a l'air d'aller mieux, en tout cas ça s'entend dans sa musique. Et moi j'espère qu'il va bien parce que c'est un artiste que je vais entendre toute ma vie parce que j'adore ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'il fait des albums, je les écoute religieusement pendant plusieurs semaines parce que c'est vraiment des albums qui font du bien. Et c'est vraiment le maître de son genre, quoi. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, tu me dis artiste indé folk, c'est Bon. Alors il y en a plein que j'adore, il y a des Damien Rice, il y a des Iron and Wine et tout, mais Bon Iver c'est vraiment le gars. C'est pour moi le panthéon de ce genre-là. Et voilà, donc j'attends beaucoup l'album. On fera une petite review, peut-être même le retour de vinyle avec, pour qu'on pourra l'écouter en live, ça pourrait être marrant. Faire un petit avis en live d'album, j'aimerais faire ça plus souvent. En tout cas, je l'attends beaucoup. Et voilà ce que je voulais vous dire sur Bon Iver. Et je pense qu'on a fini nos news. Il y avait aussi, je voulais juste vous mentionner la sortie aussi, je vais pas passer 1 heure dessus parce que je l'ai pas encore écouté. Mais il y a un autre artiste que j'adore qui est Perfume Genius, que j'avais connu avec le morceau Queen qui était dans la série Mr. Robot, qui est un morceau que je trouve magnifique avec des grosses vibes Depeche Mode, qui a sorti son album vendredi. Je vais l'écouter, je vais vous en parler. On est un petit peu dans le même genre que Bon Iver, c'est pour ça que j'en parle. Ça reste de la pop rock un peu folk, avec beaucoup de sonorités piano, un peu de synthé, un peu synthwave, avec une voix assez puissante par-dessus. Et une ambiance vraiment que je kiffe. Donc voilà. On a fini les news, il reste une dernière petite section, frère, je te laisse commencer si tu veux. Alors c'est la section... C'est la section, ils fêtent leur anniversaire, parce qu'on s'est aperçu qu'au mois de mars, il y avait une dinguerie au niveau des anniversaires d'albums, et potentiellement de films, et j'ai pas eu le temps de faire mes recherches. Ça c'est juste que Toy Story va avoir 30 ans cette année, pour les plus jeunes de ce chat, et ça me fout en l'air. Mais là on va parler que de musique. Moi j'ai 3 anniversaires à fêter, j'ai pas préparé la musique du joyeux anniversaire, on le fera pour la prochaine radio. En tout cas, voilà, il y a des albums qu'on adore qui fêtent un anniversaire important, donc la trentaine, la quarantaine, etc. Je te laisse y aller avec ton premier, je ferai les miens après. Alors ouais, moi j'en ai un. Et pas des moindres, et je l'ai découvert ce matin, c'est une coïncidence assez folle. Mais tu me parlais beaucoup, enfin, je sais qu'en ce moment t'écoutes beaucoup Lazy Boy. Oui. Des Boys, il se trouve que l'album Virtue, le deuxième qu'ils ont sorti, est sorti le 30 mars 2018. Ah ouais. Ah donc bah c'est aujourd'hui. Eh bah joyeux anniversaire. Virtue. L'album a 7 ans, joyeux anniversaire. Bravo Virtue, on met le petit morceau. Lazy Boy, excellent morceau. Bah merci du coup, donc il a quel âge là t'as dit? Voilà. 7 ans il a. 7 ans, ah 7 oui 7 ans. Ouais c'est pas une dizaine mais c'est beau que c'est aujourd'hui en tout cas, c'est ouf. Bah c'est aujourd'hui et c'était pas prévu du tout donc bah trop bien, trop bien, super, c'est Lazy Boy. Excellent album, on vous conseille aussi. Lazare Radio. Ok nickel, merci beaucoup. Et ben moi j'ai 3 anniversaires donc 2 que je pense qu'on adore tous les deux. On va commencer par le meilleur.
puisque le 19 mars 1990, c'est-à-dire il y a pile 35 ans, c'est-à-dire comme moi, sortait Violator de Dépêche Mode. 35 ans. Quand j'ai dit à ma mère ça, elle m'a dit « Pourquoi tu me dis ça, toi ?» En mode connard, je sais que je suis vieille. Violator, bien sûr, autant vous dire que c'est un album qui a marqué son époque, puisqu'on y retrouve le célèbre « Enjoy the Silence ». Est-ce qu'on a besoin de présenter ce morceau ? On y retrouve « Personal Jesus », on y retrouve « Policy of True », on y retrouve « World is my eyes », bref. Tous les morceaux sont des classiques du groupe. C'est le premier album qui est sorti au moment où Dépêche Mode avait acquis une renommée internationale, qui a créé des émeutes aux États-Unis pour se procurer l'album et les conférences de presse. Bref, c'est un des plus grands albums de l'histoire pour moi, aussi important qu'un trailer de Michael Jackson ou je sais pas, un album des Beatles. Je pèse mes mots et je suis convaincu que c'est vrai. Et on s'en rappellera dans l'histoire. Parce que ce que j'aime bien avec l'album, c'est qu'ils n'ont pas essayé d'en mettre trop. Il y a vraiment 9 morceaux, c'est très concis. C'est fou. Et ils ont vraiment fait en sorte que ce soit parfait, quoi. C'est un album parfait. Donc Violator, 35 ans, bravo Violator, toujours dans nos cœurs. Moi je l'écoute il n'y a pas un mois où j'écoute pas cet album une fois, alors, depuis que je suis gamin, voilà, c'est fou. Non, mais le starter pack de l'album, il est trop fort. Ouais, moi je vais mourir alors que lui va rester, et ça c'est beau quand même. Oui, le starter pack de l'album, c'est clair. Franchement, tu commences à écouter la musique, il est forcément dedans. Ensuite, la tracklist, t'es en sueur. On a un autre magnifique anniversaire, puisque c'était aussi cette année, ce mois-ci, le 13 mars 95, c'était les 30 ans de The Bends de Radiohead. Que dire là-dessus, pareil. Album de rock typique. Voilà, Radiohead qui sort Pablo au nez, qui commence à avoir du succès, qui aurait pu faire un deuxième Pablo au nez et faire de la pop un peu mielleuse, et qui nous a sorti un des plus grands albums de rock des années 90, qui était la décennie du rock. Donc autant vous dire que c'est un des meilleurs albums de rock de l'histoire. Ce sera pas la révolution de l'album suivant, mais c'est un album très efficace qui a énormément cartonné. Qui a pas pris une putain de ride. Tu vois, là où Pablo au nez, il a un peu vieilli, je trouve, dans certains mix, certaines compos. The Benz, ça s'écoute, mais... Et puis t'as quand même Again Joy, Fake Plastic Trees, qui sont des classiques de balade, Street Spirit, morceaux, tout est ouf. Voilà, donc magnifique album qui fête ses 30 ans. Je vais peut-être même mettre sur la scène musique, c'est dommage, on voit pas les pochettes. Bon, elle est un peu dégueulasse là, avec le Radiohead en gros, mais voilà. Donc The Benz fête ses 30 ans, et dernier album, qui la semaine dernière a fêté aussi ses 20 ans. Un album, vous savez mon amour pour Queen of the Stone Age, et leur 4e album a fêté ses 20 ans. Donc autant vous dire que le mois de mars, là, il me rappelle bien dans la gueule que j'ai passé la trentaine depuis un moment. C'est vrai. Et c'est l'album, bien sûr, Lullabies to Paralyze, avec des morceaux comme Burn the Witch, In My Head, qui est le plus connu de l'album, je pense. Qui n'est pas un morceau de Radiohead. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, Burn the Witch, bien sûr, qui aurait pu être un morceau de Radiohead, mais qui ne l'est pas. Et c'est un album phénoménal, écoutez-le aussi, vraiment. Mais voilà, on a fini nos sujets. Lazare Radio. En tout cas, merci à vous d'être venus. C'est cool pour une reprise de la Lazare Radio. On a fait combien de sujets ? 7-8 sujets. Ça a duré 1h30, 2h cette histoire. 1h36 de stream, donc 1h30 pile comme je voulais faire. Comme d'hab, on est toujours fort pour le temps alors qu'on est en roue libre totale. Mais ça fait plaisir, il y avait du monde. J'espère que vous avez kiffé ce format. On va en refaire très souvent. On va essayer de faire ça tous les 15 jours, ce serait bien. Ou minimum une fois par mois, c'est sûr. Ouais. Et on a aussi la tier list des albums si ça vous intéresse, sur mes streams perso. Et moi j'ai aussi commencé sur chaque stream une tier list cinéma qui sera l'occasion de parler des films que je rattrape, séries qui avancent bien, on avait plus de 200 séries, et les jeux vidéo aussi qu'il faut que je fasse parce que j'en parle pas beaucoup alors que j'en fais plein. Je suis tombé dans Persona 3 et 4 comme un malade, mais ça va, ma vie se passe bien quand même. Et merci à vous d'être passés. Et puis il y a plein d'actu pour la prochaine fois. Il y aura forcément l'actu Nintendo. Je pourrais vous débriefer l'album de Bon Iver. On aura sûrement une surprise musicale ou deux, on n'est pas à l'abri.
Peut-être la Deluxe de Chromacopia de Tyler, pourquoi pas, ce serait bien. Ah, c'est vrai que ça devrait pas arriver dans longtemps. Peut-être la Deluxe de GNX aussi. Oh là 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 là, GNX Turbo, il va s'appeler. Voilà, donc plein de choses qui vont arriver. Jeux vidéo, il y a plein de nouveautés qui arrivent avec Nintendo, mais autre chose, je pense. Et cinéma, il y a plein de trucs. J'ai rattrapé masse de films. J'ai vu le film avec Trump hier que j'ai adoré, il faudra que j'en parle. Enfin, avec Trump sur Trump, The Apprentice. Et niveau série, les gars, là, c'est la folie. Donc, je commence une nouvelle série cette semaine. Je vous en dirai aussi des nouvelles. Merci d'être passé. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, le ref? Merci d'avoir écouté. Voilà, bah écoute, on peut pas faire plus clair. Pas plus d'inspiration que ça. Je vous fais des Regardez des films, regardez des séries, jouez à des jeux vidéo, écoutez de la musique. Consommer comme des porcs. Restez curieux, restez curieuse. Oui, c'est vrai, restez curieux, c'est bien ça. Restez curieux, restez curieuse, restez épicurieux. Bienvenue sur cette émission culture. Ce que je vous propose, c'est de... Oui. Prenez du Malobidox. Ah bah bien sûr, Malobidox. Un maximum de Malobidox. Ça m'a sauvé la vie à Londres d'ailleurs. J'étais pas bien un jour là. Et hop, petit Malobidox. Il est allé dans une pharmacie Valentin anglaise. Il a dit I want to il a dit Malobidox. Yeah, of course. Et là-bas, c'est pas le même packaging, mais. Par ricochet, ça a sauvé quelqu'un d'autre 2 semaines plus tard. Oui, voilà, c'est ça. C'est exceptionnel. Bon. Comme petit Malobidox, toujours dans votre sac, ça peut vous sauver le bidox. Ah, mais le pharmacien anglais, il connaissait, hein. J'ai fait Malobidox, il m'a dit. Ah, mais normalement, tu dis juste mal, ils comprennent, les Anglais. Tu fais mal, c'est tellement connu. Ouais, c'est le surnom. Ouais, tu fais mal, il faut. Ok. Alors, ça, ils ont fait mal apostrophe. En plus, là-bas, ils ont l'édition Pudding. Pudding, joli Pudding, il est horrible, mais bon, il sauve la vie quand même. Je vous dis à très très bientôt pour Max de News. Donc, des bisous à tous. Je vous mets la musique. Merci Valentin d'avoir participé. À plus. Allez, il y a Malobidox qui monte là. Continuez, les gars. Oui, pardon. Oui, ça monte. Lazare raté, putain, je vais m'appeler comme ça.